Donc, je suis le professeur Régis Bosca, je suis professeur de biostatistique et d'informatique médicale à la faculté de médecine de Lille et je dois ma présence ici au fait d'avoir été conseiller au ministère de la Recherche sur les technologies pour la santé durant les années 2000 et d'être actuellement conseiller auprès de l'Institut thématique multi-organisme des technologies de la santé qui regroupe le CNRS, l'INSERM, le CEA, entre autres. Les nanotechnologies font partie de ces technologies émergentes pour lesquelles nous n'avons pas réellement de classification, pour lesquelles il existe un champ de développement tout à fait considérable. Et il sera très intéressant durant cette journée d'avoir des éclaircissements également sur les aspects juridiques et éthiques, ce qui va être l'objectif de cette matinée et de cet après-midi. La première intervenante sera Madame Catherine Nice. Madame Catherine Nice a une formation de médecin du travail et de toxicologue. Elle est maître de conférences des universités praticiens hospitaliers dans le département universitaire de médecine des santé au travail de l'Université de Lille et médecin dans le service des pathologies professionnelles du CHRU de Lille. Son intervention portera sur l'impact du nano-objet sur la santé. Catherine. Merci beaucoup de m'avoir invité donc pour aborder avec vous la problématique des connaissances actuelles sur l'impact sur la santé des nanomatériaux ou des nano-objets. Alors, en effet, comme cela a déjà été dit, les nanotechnologies aujourd'hui, c'est un des événements primordiaux du XXIe siècle en termes de recherche, en termes de développement pratique. Et c'est un petit peu le paradoxe de l'homme qui a longtemps cherché à bâtir tout ce qui était plus grand, plus gros, plus haut, et aujourd'hui qui s'intéresse à l'infiniment petit. Pas seulement parce que on essaie de tout miniaturiser, mais aussi parce que lorsqu'on s'intéresse à cet infiniment petit, comme cela a déjà été dit, on acquiert des propriétés, la matière acquiert des propriétés innovantes, intéressantes, jusque-là insoupçonnées, et qui vont donc avoir des développements technologiques particulièrement intéressants. Cela dit, dès l'instant où on a posé le problème de la modification des propriétés et du comportement de ces matériaux par rapport à l'environnement, donc en fonction de leur taille, on s'interroge forcément sur leur comportement par rapport à l'organisme humain et donc l'existence ou non de danger, de toxicité et de risques pour les hommes qui vont y être exposés. Donc, on s'intéresse à ce qui est petit, tout petit, à l'échelle du nanomètre, le milliardaire de mètre. Alors, il faut d'abord poser une définition précise, et on fera référence à une définition qui est finalement pas tellement ancienne, 2011, de la Commission européenne, il y en a d'autres. Le nanomatériau, c'est quoi? C'est un matériel qui peut être soit naturel, comme on l'a dit, ou formé de façon accidentelle, ou fabriqué par l'homme et qui va contenir des particules soit à l'état libre ou sous forme d'agglomérats, d'agrégats. Et il faut que au moins 50% de ces particules aient une taille nanométrique, c'est-à-dire entre 1 et 100 nanomètres sur l'une au moins des trois dimensions de l'élément, de l'objet. Alors, je le redis, excusez-moi, ça a déjà été évoqué, mais finalement, ce qui est nano, c'est pas nouveau. C'est pas nouveau parce que à l'origine de la Terre et peut-être avant, je sais pas, il y avait des formes nanoparticulaires dans les fumées, dans les aérosols marins, dans les poussières volcaniques. Il y a des nanoparticules. Depuis moins longtemps, on s'est aperçu que par l'activité humaine et industrielle, on générait de façon tout à fait involontaire des aérosols, des fumées qui contenaient aussi des éléments à la taille nanoparticulaire, dans la fumée de cigarette qu'on rencontre tous les jours, dans toutes les fumées industrielles, dans les gaz d'échappement de nos véhicules. Et puis, lorsqu'on va usiner, poncer un matériel, on va générer des tout petits éléments. Aujourd'hui, la problématique, c'est qu'on veut les fabriquer.
Donc ça devient des nanomatériaux intentionnellement, excusez-moi, fabriqués, et on va donc recourir à des éléments minéraux, des oxydes métalliques divers, des dérivés du carbone. On parlera beaucoup des nanotubes de carbone, du noir de carbone, et puis des polymères divers, céramiques, etc. Deux grandes classes aujourd'hui de nanomatériaux. On a parlé de nano-objets, donc c'est les éléments isolés, on va dire, hein, qui ont au moins une de leurs trois dimensions à l'échelon nanoparticulaire, et puis des matériaux nanostructurés, c'est-à-dire qui comportent une partie dans leur structure interne ou à leur surface d'éléments nanoparticulaires, nano-objets. Donc dans les nano-objets, on a des objets sous forme de particules, de capsules qui peuvent transporter par exemple des médicaments, comme on l'a dit. Ça peut être aussi des fibres. Donc les nanoparticules, les trois dimensions étaient à l'échelon nanométrique. Les fibres, les tubules, les fils, les tétrapodes, les deux dimensions sont à l'échelon nanoparticulaire. Et puis les nanofeuilles ou les nanoplaques, eh bien c'est l'épaisseur en fait qui est à l'échelon nanoparticulaire. Et puis ensuite, on aura soit des agrégats, donc les particules qui vont être très fortement liées entre elles, ou des agglomérats moins fortement liés, qui peuvent éventuellement libérer plus aisément des nano-objets. Et enfin, les nano-objets peuvent être intégrés à l'intérieur d'une autre matrice ou à la surface de cette matrice. On parlera de nanocomposites. Et on peut aussi avoir des matériaux qui sont extrêmement poreux et très légers, et c'est la taille des pores qui est à l'échelon nanométrique qui va donc donner cette propriété. L'essor des nanotechnologies, elle intéresse à la fois, bien sûr, la recherche, mais aussi la production et les applications. Et d'un point de vue pratique, c'est surtout depuis les années 80-90, on va dire, qu'on a vraiment de façon exponentielle développé les nanotechnologies. Et vous voyez, en 2001, ça générait un revenu de 40 milliards d'euros. Dans les années 2010, à partir des années 2010, c'était 1 milliard. Alors on a du mal finalement de faire l'inventaire de ces applications. Alors il y a les Américains qui tous les ans, depuis le milieu des années 2000, tentent de faire un inventaire de la consommation, enfin des applications dans des produits de consommation courante. Donc vous voyez à droite la diversité des applications, en particulier dans le domaine de la santé, plus de 40%. Et on retrouve dans le petit graphique de gauche les principaux nanomatériaux aujourd'hui utilisés, beaucoup de métaux dans un tiers des cas, donc en premier lieu, l'argent, ce qui a été évoqué, puis le titane, le zinc, l'or, et les dérivés du carbone, donc carbone isolé, noir de carbone, mais aussi fabrication de tubes, de nanotubes de carbone. Ensuite, le troisième élément qui est particulièrement exploité, je dirais, c'est la silice, les dérivés de la silice et silicone, voilà. Alors en France, comme cela a été dit, il y a obligation depuis 2013 de déclarer les matériaux importés ou fabriqués. Et dès 2014, on a pu sortir un premier état des lieux qui mettait en exergue que c'était dans les peintures, vernis, où à peu près il y avait un quart des applications des nano-objets. Ensuite, dans les cosmétiques. Puis dans le domaine de phytopharmaceutique, les carburants, les produits, les matières plastiques, etc. Alors, les applications, elles sont multiples. On commence par l'agroalimentaire. On va retrouver dans les emballages, par exemple, des antibactériens, argent, oxyde de zinc, pour protéger, éviter le développement bactérien à partir des emballages. C'est les absorbeurs d'ultraviolet qui ont été évoqués, comme le dioxyde de titane. Dans les aliments eux-mêmes, on va apporter des colorants sous forme nanoparticulaire, des produits
produits pour éviter les grumeaux, des antimotants, donc la silice elle-même, le dioxyde de titane, et puis on va utiliser des nanocapsules pour transporter des compléments alimentaires, des vitamines et d'autres éléments essentiels comme le zinc, et puis pas essentiels comme l'argent, l'or, le platine, qui vont favoriser la pénétration, la biodisponibilité d'autres produits dans l'organisme. Le bâtiment et les travaux publics, c'est probablement le secteur où déjà avant on générait des nanoparticules de façon non intentionnelle. Aujourd'hui, on met des adjuvants dans le verre, dans le béton, dans les peintures pour qu'elles soient auto-nettoyantes. On va rajouter de la silice pour apporter une résistance mécanique aux peintures, des résistantes contre les éraflements, pour protéger ces éléments, des anti-UV pour que les matériaux aient une persistance plus longtemps avec le temps. Dans les cosmétiques, on l'a dit, les filtres anti-UV bien sûr, mais toutes les couleurs, les pigments qu'on a dans le maquillage, les abrasifs, les antibactériens. Dans le domaine de l'énergie, ben oui, le carbone, les nanotubes de carbone, ça apporte du rendement aux cellules photovoltaïques. En médecine, cela sera abordé tout de suite après, donc je ne vais pas le développer, on en a déjà parlé. Un grand secteur d'application, c'est la plasturgie, c'est tous les matériaux à base de caoutchouc et de plastique, où on va ajouter des adjuvants toujours antibactériens pour accroître la résistance ou la légèreté ou la flexibilité des matières plastiques. Et souvent, ces adjuvants sont à base de particules à l'échelon nanométrique. Le textile, eh bien, on est bien content aujourd'hui d'avoir des chaussettes avec de l'argent qui, soi-disant, lutte contre les odeurs, des textiles qui sont hyper respirants, des textiles qui nous protègent contre la pluie parce qu'ils vont être déferlants et qui vont permettre aux gouttes d'eau de couler sur nos beaux vêtements. Et puis, dans le domaine de l'automobile, on a des applications avec des métaux rares, hein, des platinoïdes qui permettent la catalyse et que nos véhicules soient moins polluants. Et enfin, dans le domaine des loisirs, eh bien, on est bien content d'avoir des raquettes de tennis qui sont plus résistantes, la plupart du temps, et plus légères, ou des vélos, etc. Alors cela pose le problème de l'exposition des populations, qui est exposée eh bien, à la fois à la population générale, directement, lorsqu'elle consomme des médicaments, utilise des cosmétiques, mange des aliments qui contiennent donc ces nanomatériaux, ces nano-éléments, ces nano-objets. Et puis se pose le problème du cycle de ces éléments dans l'environnement et de la dégradation de ces matériaux au fil du temps et de l'exposition secondaire que l'on en aura et de la dispersion de ces éléments dans l'eau, l'atmosphère, le sol, de leur rémanence et de la réexposition des populations dans un deuxième temps. Le travailleur, et cela sera aussi évoqué, c'est une population cible puisqu'il va fabriquer, conditionner, transformer, usiner, nettoyer des locaux où des produits contenant des nano-objets ou nanomatériaux auront été utilisés ou mis en œuvre. Et donc, c'est toute une population qui n'a pas forcément conscience des risques parce qu'il n'a pas l'information déjà sur l'exposition. Et ça, c'est une véritable problématique. Alors, on a donc de nouvelles propriétés mécaniques, électriques, conductivité, résistance. Et qu'en est-il de la toxicité? Pour cela, il faut d'abord comprendre quels sont les éléments physiques et chimiques qui vont conduire à la toxicité. Donc on est sur la problématique de la taille. On utilise quelque chose qui est beaucoup plus petit. Pourquoi est-ce que ça va avoir une importance sur la réaction, sur le comportement par rapport à l'environnement? Eh bien, imaginons, dans un gramme de matière quelle qu'elle soit,
le fait d'avoir des particules beaucoup plus petites, eh bien, ça augmente bien sûr le nombre de ces particules dans le même gramme de matière. Quand on passe de 100 nanomètres à 1 nanomètre, on multiplie le nombre de ces particules par 1 million. La surface totale de ces particules qui va être en contact avec l'environnement va s'accroître au fil, enfin inversement, proportionnellement, je dirais, par rapport à la taille de ces particules. Et puis aussi, la proportion des atomes qui sont à la surface de ces particules croît inversement proportionnellement avec la taille de la particule elle-même. Cela va permettre de faire acquérir un pouvoir de réactivité par rapport à l'environnement et de biodisponibilité, c'est-à-dire de propension à pouvoir être pénétré au niveau des éléments et de l'organisme humain. Vous voyez bien ici, plus on a des particules petites vers le haut, plus le nombre d'atomes, colonne de droite, j'ai pas de souris, va augmenter le nombre d'atomes qui est à la surface, et cela explique la réactivité. Alors, nouvelle propriété, y a-t-il une nouvelle toxicité? Eh bien, force est de dire que la toxicité, elle est probablement dirigée par les caractéristiques physiques et chimiques de ces éléments, mais on a peu de données sur la réalité en fait de la toxicité chez l'homme directement, parce que on a peu de données épidémiologiques. Alors on se sert jusqu'à présent beaucoup des informations dont on dispose par rapport aux données sur les particules qui sont générées dans l'environnement non intentionnellement, et notamment l'impact de la pollution atmosphérique sur la santé. Parce qu'on a un recul de plusieurs dizaines d'années et on sait très bien depuis 15-20 ans maintenant que les particules ultra fines de l'environnement montrent un lien avéré avec l'accroissement de certaines pathologies, comme des pathologies cardiovasculaires, mais aussi pulmonaires, et aussi un certain nombre de cancers. Cela a été rappelé récemment, notamment par rapport aux gaz d'échappement diesel et la pollution atmosphérique en général. Il y a donc possibilité que, au vu du comportement qui va être identique pour les nano-objets qui sont aujourd'hui manufacturés, eh bien, on ait les mêmes effets. C'est l'hypothèse formulée dès le départ. Alors, quels sont les déterminants qui vont expliquer pourquoi ces objets ils vont avoir une réaction biologique, puis avec les tissus, puis derrière donner peut-être une maladie? Tout d'abord, on part de la taille, cela a été dit. Plus on est petit, plus on va vers l'infiniment petit, plus la réactivité de surface est importante et plus la biodisponibilité, possibilité de passer les différentes barrières de l'organisme et les barrières cellulaires vont s'accroître. Et on sait qu'on va retrouver ces nano-objets dans le sang, dans la lymphe, où ils vont être dirigés vers les différents organes cibles où ils vont pouvoir exercer leur toxicité. Et puis, il y a une autre hypothèse aussi qui a été formulée pour atteindre notamment le système nerveux central, c'est le fait que certains de ces nano-objets puissent suivre les voies électriques, je dirais, les voies des nerfs sensitifs, notamment le nerf olfactif, où il y aurait un passage direct vers le cerveau. Et ça, c'est pas une aberration, parce que, par exemple, on sait qu'il y a des métaux comme le manganèse qui vont suivre ces voies pour aller être vers cet organe cible du manganèse qui est le système nerveux central. On l'a dit aussi, l'air, la surface est augmentée, et on sait que ces particules, ces objets qui ont une forte réactivité chimique et qui sont très instables thermodynamiquement, eh bien, ils vont réagir de façon forte avec leur environnement et l'environnement cellulaire et des tissus, et donc expliquer l'impact sur l'inflammation, la genèse de l'inflammation. Enfin, cela a été évoqué aussi, la forme des particules. On a vu qu'il y avait des particules, qu'il y avait des fibres, qu'il y avait des fils,
On sait, et on a vu, on a mis en évidence que la forme de fibre génère au niveau des tissus une réaction de fibrose, et ça a été mis en évidence avec l'amiante, et derrière des cancers, notamment au niveau pulmonaire, mais au niveau de la plèvre, du péritoine, etc. Cela est lié au fait que lorsque les cellules qui veulent nettoyer notre organisme, les phagocytes, vont prendre en charge ces fibres, eh bien, elles les phagocytent incomplètement, elles vont essayer de les casser, et donc il y aura des fibres qui vont rester dans notre organisme, il va y avoir une interaction avec les chromosomes et donc avec l'ADN, et surtout ces fibres sont biopersistantes, elles vont persister dans notre organisme, et c'est le point de départ, je dirais, pour la réaction fibrosante de notre organisme qui veut les amalgamer et s'organiser autour, et aussi le point de départ du fait des lésions à l'ADN, point de départ du cancer. Alors, on a mis en évidence que certains nanomatériaux sous forme de fibres, dioxyde de titane par exemple, ont une toxicité beaucoup plus importante sous forme de fibres que lorsqu'ils sont sous forme sphérique, sous forme de particules sphériques, et donc on avance petit à petit vers la compréhension de la toxicité. Inversement, on a vu que ces particules ont une propension à faire des agglomérats, des agrégats. Et ce qu'on ne connaît pas bien, ce qu'on ne maîtrise pas bien aujourd'hui, c'est justement quand ils sont sous forme d'agglomérats, ils prennent des proportions plus importantes et peut-être qu'ils pénètrent moins bien dans les différentes étapes pour aller jusqu'aux organes cibles, et probablement que la toxicité sous forme d'agglomérats est différente de la toxicité sous forme d'objets isolés. Enfin, certains éléments, comme la silice, ne sont pas des fibres, mais ont aussi une structure qui peut être particulière. On sait très bien que la silice sous forme cristalline, parce qu'elle est spiculée, parce qu'elle va avoir donc un contact différent, une réactivité avec la matière différente, va être beaucoup plus agressive, fibrosante, cancérogène de nouveau, que sous forme amorphe, donc sans réaction avec l'organisme. Donc une fois que, si j'ai une souris ici, on a été en contact avec ces différents nano-éléments dans notre environnement, ils vont donc pouvoir pénétrer dans l'organisme. On connaît très bien aujourd'hui la réalité de la pénétration par voie respiratoire de ces nano-éléments. Au niveau digestif également, ce qui est une préoccupation pour tout ce qui figure dans l'alimentation, mais ce qui est ingéré aussi non intentionnellement, je dirais. Au niveau cutané, on a plus de doutes sur la pénétration, en particulier sur une peau saine. Toujours est-il, comme j'ai essayé de le dire, qu'il y a une facilitation de pénétration dans les différents compartiments, et on parle de translocation. C'est la façon de pénétrer et d'aller jusqu'aux organes cibles de ces éléments, et on n'oubliera pas donc la possibilité, l'hypothèse de pénétration directement à partir des voies nerveuses. Un petit point sur la pénétration par voie respiratoire. Pendant longtemps, on ne s'est intéressé qu'à cette partie-là du graphique du dépôt des particules à l'échelon micrométrique et macrométrique, je dirais. Et on savait que les plus grosses, elles étaient arrêtées plutôt au niveau des voies respiratoires hautes du nez, hein, et puis qu'il fallait tout de même avoir des particules plutôt fines pour qu'elles descendent jusqu'au niveau des alvéoles. Eh bien, lorsqu'on s'intéresse maintenant au côté nanométrique, eh bien, vous voyez que ici, la courbe jaune qui concerne le dépôt de ces particules dans les alvéoles, on voit bien qu'à l'échelon nanométrique, eh bien, la proportion déposée est beaucoup plus importante que la proportion des macromolécules, et donc cela est préoccupant. Le mode d'action de ces nanoparticules, c'est donc premièrement le stress oxydant, c'est-à-dire que ça va déséquilibrer
l'équilibre naturel d'oxydation au niveau de notre organisme, faire fabriquer déjà des espèces qu'on appelle réactives de l'oxygène ou les faire fabriquer par l'organisme. Et donc, il va y avoir une oxydation des lipides, des protéines, des acides nucléiques de notre propre organisme. Et deuxième mécanisme d'action, ça va induire par cet effet de réactivité de surface une inflammation beaucoup plus importante qu'avec des macro-molécules, des macro-éléments. Et ça va faire fabriquer par notre organisme aussi des radicaux libres et aussi une réaction d'inflammation parce que notre organisme, lorsqu'il est submergé par la demande, il n'arrive pas à gérer et détruire ces nano-éléments et donc il va aussi réagir par le biais de l'inflammation. Alors, on a démontré que ça pouvait rentrer, diffuser dans notre organisme, que ça interagissait par le biais de l'inflammation et de l'oxydation. Et maintenant, qu'en est-il de l'impact sur la santé ? Donc, les données véritablement par rapport aux nanoparticules manufacturées, les nano-objets manufacturés, elles sont parcellaires. Probablement que chaque particule est unique du fait de sa composition chimique, mais aussi de sa forme, de sa taille, et que cela va induire une toxicité différente. On a des difficultés, même de façon expérimentale, à reproduire la réalité des expositions, parce que comme elles ont une propension à s'agréger, s'agglomérer, on ne peut pas reproduire le véritable pourcentage, je dirais, d'exposition sous forme d'éléments nano-objets isolés et d'éléments agrégés. Et donc, probablement qu'on ne peut pas, ni in vitro ni in vivo, approcher la réalité de l'exposition de l'homme aujourd'hui ou demain. Et enfin, chez l'homme, on a très peu de données réelles et donc on se rapproche des données que l'on a sur la toxicité des particules ultra fines générées dans les environnements industriels depuis longtemps, mais aussi par le biais de la population urbaine. Le problème, c'est que ces expositions sont des expositions, on aime bien parler de cocktails aujourd'hui, parce qu'on va avoir un tas de toxiques dans ces fumées et aérosols qui sont générés, et donc on ne sait pas finalement qui fait quoi. Et quand on parle de cancérogénicité de la pollution atmosphérique ou des gaz d'échappement, c'est un ensemble d'éléments constituant cet aérosol ou cette fumée pour lequel on se positionne sur le potentiel toxique et sur le potentiel cancérogène. Donc, on a des données in vitro, études sur la cellule, qui montrent bien que à la dimension nanométrique apporte une toxicité sur la cellule, le nombre de cellules qui vont mourir, qui vont se dégrader, le fonctionnement de ces cellules qui est délétère, qui est endommagé, on va dire, et sur les effets inflammatoires, donc in vitro. On sait aussi, on a mis en évidence que les formes plus longues, comme les fibres, comme les nanotubes, sont plus toxiques sur la cellule que les particules. In vivo, chez l'animal, eh bien, on montre qu'on génère de l'inflammation et on génère de la fibrose en analysant les tissus. Donc, il y a véritablement une réponse tissulaire avec, vous le voyez, hein, j'ai mis l'argent, le nickel, le fer, le cobalt, le noir de carbone. On a quand même aujourd'hui plein de données. Et on sait aussi que ces nano-objets, ils sont diffusés dans l'organisme et qu'ils ont un effet à distance du lieu de contact pour avoir un impact cardiovasculaire, respiratoire et sur le système nerveux central. Par rapport à l'impact des particules ultra fines sur l'environnement, on savait déjà que ça accroissait la morbidité et la mortalité cardiovasculaire et pulmonaire, donc le nombre de patients qui arrivent à l'hôpital, les décès prématurés.
On sait que la pollution particulière entraîne des cancers du poumon. On sait que ça augmente les effets cardiovasculaires et thrombogènes, donc augmentation de l'angor, des thromboses, et que les asthmatiques ou les populations sensibles comme les enfants ont des perturbations de leur fonction respiratoire. Par rapport aux particules manufacturées, on s'interroge aujourd'hui sur l'effet neurologique, que ça soit par le biais de l'exposition in utero ou après chez l'enfant et chez l'adulte. Il y a des études sur les souris, les rats, etc., qui montrent qu'il y a des anomalies du neurocomportement. Donc, est-ce que chez l'homme, on aura les mêmes effets? Cela reste à voir. On s'interroge sur l'impact immunitaire, puisqu'on voit bien qu'il y a un impact directement sur les cellules et qu'il y a probablement une modulation de l'immunité. On a peu de données sur l'impact sur la reprotoxicité. Par contre, beaucoup de données sur l'impact sur le poumon, puisqu'on a mis en évidence l'inflammation, la fibrose et aussi, on va le dire, les cancers, et sur le cœur. Les principales données récentes que l'on a, c'est sur les effets génotoxiques, donc où on met en évidence qu'un certain nombre de particules ou de nano-objets sont capables d'induire directement des anomalies au niveau de l'ADN, au niveau de la cellule, perturber sa mitose et pour produire des radicaux libres. Donc les nanotubes de carbone, les oxydes de zinc, le dioxyde de titane, cela a été mis en évidence in vitro mais aussi in vivo. Et ça, c'est le point de départ du cancer dans un certain nombre de cas. Et en effet, on a des données animales aujourd'hui sur le cobalt, le nickel et les nanotubes de carbone. Et c'est pourquoi le cirque a classé un certain nombre de ces, des éléments qui peuvent être sous forme nanoparticulaire comme cancérogènes. Donc le dioxyde de titane qui avait été classé en 2010 et le noir de carbone, du fait de leur effet cancérogène pour le poumon chez l'animal et non pas chez l'homme. Et ce qui est aujourd'hui quelque chose de plus perturbant, c'est bien sûr la classification des nanotubes de carbone lorsqu'ils se trouvent sous forme multicouche, puisqu'ils sont capables de générer, comme le font les fibres d'amiante, des mésothéliome péritonéal et des cancers pulmonaires chez l'animal. La preuve n'est pas encore apportée chez l'homme, mais donc prudence, alors que ce n'est pas le cas lorsqu'il n'y a qu'un mur, qu'une seule couche. Donc en conclusion, je dirais que l'approche expérimentale nous permet de mettre en évidence quand même que ces nano-objets ont une réactivité particulière avec l'environnement et avec l'organisme humain. On sait qu'il y a un impact des particules ultra fines chez l'homme, ça a été mis en évidence en épidémiologie, et les mécanismes d'action sont probablement les mêmes que les particules soient manufacturées ou qu'elles soient non intentionnelles ou naturelles. Donc il y a un danger potentiel. Aujourd'hui, il nous faut plus de données chez l'homme, mais surtout, il faut être prudent, et c'est ce qui va être développé, je pense, pendant tout le reste de ce colloque. Je vous remercie de votre attention. Merci Catherine pour ce brillant exposé et extrêmement clair. Je propose que nous passions tout de suite au deuxième exposé.